Bonjour à tous, merci de votre présence à ce webinaire sur l'autorité du chef de projet organisé par le PMI et plus particulièrement par la branche Atlantique, représentée par Jean-Paul Acari, que je salue. Je m'appelle Stéphane, je vais être votre animateur pendant l'heure qui vient, l'animateur d'une table de 3 experts qui vont intervenir pendant cette heure sur un sujet large et donc je vous propose de ne pas perdre de temps et de démarrer. Nous sommes 540 inscrits à cette réunion. Je vois que tout le monde est en train de se connecter plus ou moins. Je vais commencer par une petite partie introductive. Le thème, c'est l'autorité du chef de projet. Il a fait l'objet d'une étude approfondie d'une promotion de l'association des directeurs de projet à Nantes, qui va aboutir, au-delà de ce webinaire et de l'heure qu'on va passer ensemble, à la production d'un livre blanc, production qui est prévue pour une publication le 28 janvier. On en reparlera. Quelques mots sur l'association des directeurs de projet. C'est une association qui vise à regrouper des directeurs de projet de l'ouest de la France par promotion successive et qui travaille sur un enjeu qu'ils se sont donné. La première promotion avait travaillé sur la gestion des changements au sein d'un projet. Et, un webinaire avait déjà été réalisé, c'était au mois de mars dernier, la production d'un livre blanc au mois d'avril. Ce livre blanc est toujours téléchargeable. N'hésitez pas. Au-delà de la production de ce livre blanc, c'est également un lieu de rencontre entre professionnels de directeurs de projets dans l'industrie dans l'ouest de la France. Une deuxième promotion a travaillé et elle travaille est en train de finir ses travaux sur la production du livre blanc qui va bientôt sortir. Cette deuxième promotion, elle est représentée par les 3 experts qui sont ici et on va essayer de décliner ça pendant l'heure qui vient. Quelle autorité pour un chef de projet? C'est ça le thème qui a été choisi par cette promotion. On va décliner ça en trois interventions. Une première intervention par Marie qui va porter la partie théorique, les bases théoriques de l'autorité en lien avec le sujet. Indispensable pour bien comprendre l'ensemble de la discussion et du vocabulaire que nous allons employer. Et 2 parties plus pratiques, plus retour d'expérience. Une par Pape qui va être dans un sujet, Pape qui est directeur de BU chez Electronics dans un sujet et un projet très hiérarchique. Et une par Pierre de chez Airbus dans une entreprise plus influente, plus horizontale et plus complexe. Pour le déroulement du webinaire, posez les questions sur la rubrique questions, vous en avez l'habitude, je les sélectionnerai, on prendra quelques questions au fur et à mesure de l'intervention de chaque intervenant, mais on gardera la majorité des questions pour la fin du webinaire vers 19h20. Vos micros sont tous coupés, logiquement, c'est l'habitude, voilà. C'est parti, on commence par Marie. Marie qui est salariée de Casaden. Peut-être quelques mots pour Casaden, qui est moins connu que les 2 entreprises, Lacroix-Hellec et Airbus que j'ai citées. Casaden qui est une entreprise de conseil en management de projets industriels sur la zone de Nantes, à La Chapelle-sur-Erdre exactement pour les locaux. 10 ans d'existence autour de son fondateur Christophe Berthoud, qui est également le fondateur de l'association des directeurs de projets. Christophe a été très acteur et très actif sur la construction de ce document et puis sur la préparation de ce webinaire. Je le remercie, ainsi que Mathieu Grenot, son directeur technique, qui travaille avec lui. Enchaînons sur le contenu. Bonjour Marie. Ton micro, Marie, par contre. Oui, c'est bon. Pardon, j'y arrivais pas. Bonjour Marie. Bonjour, Marie Gilbert. Donc, comme Stéphane l'a bien dit, je suis PMO au sein de Casaden depuis 6 ans. Et puis, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans différents secteurs industriels comme l'énergie, l'automobile, l'aéronautique. Et actuellement, j'interviens chez Manitou sur 2 projets principaux, un projet de développement de nouvelles gammes de produits et un projet d'intégration d'évolution de leur ERP. Donc, je fais aussi partie du bureau de l'association des directeurs de projet. Et à ce titre, j'ai suivi donc les axes de réflexion des membres de l'association. Et pour consolider notre réflexion, j'ai participé à l'élaboration d'une enquête. Donc, je vais vous partager les premiers résultats. Concernant cette enquête, il faut savoir qu'on a eu 80 retours pour l'instant et qu'elle reste ouverte. Donc, on va vous partager le lien plus tard. N'hésitez pas à y répondre. Plus on a de retours, plus notre analyse sera précise. Donc, sur cette enquête, ce qu'on peut voir comme première question qu'on s'est posée, c'est
à vous, chef de projet, on vous a demandé qu'est-ce qui fait que selon vous, on a de l'autorité. Et 62% d'entre vous nous ont répondu, c'est le leadership naturel, le charisme, la capacité à fédérer de chacun. Mais tu sais, cette réponse un peu Marie, ça veut dire que tous les gens qui ont de l'autorité, c'est naturel et tant mieux pour eux, et tous les autres, tant pis pour eux, quoi. Alors là, justement, on s'est aperçu que c'était plutôt un problème de sémantique, parce que le leadership, ça ne peut pas vraiment se substituer à la notion d'autorité. On voit que le leadership, ça fait appel à des notions d'influence, de séduction, c'est un statut qui se crée davantage dans le temps. Avec un leader, il a des suiveurs, alors que l'autorité, ça repose vraiment sur deux piliers qu'on va voir prochainement. Donc là, le premier pilier, c'est vraiment l'existence d'un lien de commandement et d'obéissance entre les individus d'un groupe. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a obligatoirement ce lien hiérarchique qui va exister. Et puis, il y a une légitimité. Donc ça peut émaner des qualités intrinsèques de la personne, mais aussi des qualités qui vont être unanimement reconnues par les personnes dans l'organisation. Donc, cette définition-là, qui repose vraiment sur ces deux piliers, on peut voir que le PMI a une définition qui est assez similaire quand il définit l'autorité sur un chef de projet. Donc, pour le PMI, le fait d'avoir le droit, dans un contexte donné, de prendre des décisions pertinentes, d'établir ou d'améliorer des procédures, d'utiliser les ressources du projet, de dépenser de fonds ou de donner des approbations, c'est ce qui fait l'autorité. L'autorité, elle est conférée d'une entité à une autre de façon explicite ou implicite. Donc là, on retrouve bien dans la définition du PMI, finalement, la définition de l'autorité donnée précédemment, à savoir qu'on va avoir une autorité qui n'est pas naturelle, mais qui est bien conférée par une entité. Et puis, le fait que tous les droits octroyés par l'autorité permettent d'orienter les contributeurs. Pour compléter cette définition, on s'est un peu renseigné, parce qu'on se renseigne aussi pour faire notre guideline sur la définition même de l'autorité. On s'est aperçu qu'étymologiquement, c'était intéressant de voir que l'autorité, ça venait du mot auctoritas, et que ce mot-là n'était pas synonyme de pouvoir, mais plutôt de légitimité, dans le sens où l'autorité était quelque chose d'hérité, de transmis. Donc, après s'être interrogé vraiment sur la définition de l'autorité, on s'est interrogé sur son origine. Et on a pu voir que l'autorité avait deux origines. Un facteur personnel, donc qui vient vraiment des autorités dites de compétences. Dans cet aspect-là, on va retrouver tout ce qui va être soft skill. Donc justement, ce qu'on a pu voir en introduction, tout ce qui va être leadership naturel, la communication, tout ce qui va être facilitation. Mais également, dans les facteurs personnels, ce qu'on va appeler les hard skills, donc ce qui va être les compétences techniques, tout ce qui va être polyvalence. On va avoir des facteurs extérieurs, ce qu'on va appeler l'autorité de pouvoir. Et sur ces facteurs extérieurs, on va avoir justement le mandat qui va être donné par les instances directionnelles, par exemple, ou l'ancienneté dans l'organisation. Donc ces éléments-là qui font qu'on a une reconnaissance par les autres intervenants par rapport à la position qui nous est attribuée au sein de l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant également de voir, c'est que on a interrogé nos chefs de projet dans notre enquête, et 16,2% des chefs de projet interrogés estiment ne pas être à l'aise dans leur rôle, estiment être à l'aise dans leur rôle de chef de projet, donc uniquement 16%. Ce qui veut bien dire qu'il y a un problème de positionnement. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur les personnes interrogées, 75% interviennent en transverse. Ce qui veut dire qu'au premier abord, on a évidemment pensé que l'environnement du chef de projet avait un impact sur son niveau d'autorité et sur le fait qu'il se sente à l'aise ou non dans ses fonctions. Mais on a pu relever aussi d'autres facteurs qui avaient une influence, comme la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, l'organisation, la culture de l'entreprise. Donc, tous ces éléments-là, en plus, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en rediscuter par ailleurs avec les expériences de Pape et de Pierre. Donc,
On n'a pas pu précisément avoir une explication sur ces 16,2% qui étaient à l'aise, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que sur le niveau d'autorité, on a un niveau qui ne fait pas défaut aujourd'hui, puisqu'on a 6,5%, la note moyenne de 6,5 sur 10, qui est donnée sur le niveau d'autorité. Donc, lorsqu'on questionne les personnes sur leur niveau d'autorité, ils sont confiants. Par contre, 75% des chefs de projet interrogés estiment qu'ils ont le bon niveau d'autorité. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de problème de manquement d'autorité. Par contre, sur les 25% qui n'estiment pas avoir le bon niveau d'autorité, on a deux raisons principales qui se sont détachées. D'abord, l'absence de lien hiérarchique entre le chef de projet et les contributeurs. Donc souvent, c'est ce qui intervient dans les entreprises qui ont une structure dite matricielle, où on va avoir des personnes qui sont partagées entre projet et opération et qui, du coup, vont avoir une difficulté à se positionner et donc une configuration qui ne permet pas d'avoir des décisions et un niveau d'autorité au bon niveau. Ensuite, la deuxième raison principale qui a été invoquée, c'est le manque de visibilité auprès de la direction. Et ça, on s'aperçoit que un chef de projet n'a pas forcément n'est pas concerné, n'a pas le bon niveau d'autorité et ne peut pas bien négocier auprès de la direction tout ce qui va être disponibilité des ressources, synergie entre les contributeurs. À partir du moment où il n'y a pas le support et l'aval de la direction, ces aspects-là vont être difficiles à mettre en œuvre. À la fin de notre questionnaire, on a pu identifier certains leviers qui permettent d'améliorer le niveau d'autorité. Ces leviers-là, on va en rediscuter justement après avec Pape et Pierre. Ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est que le développement personnel des équipes et personnel de soi permet d'améliorer son niveau d'autorité. On va avoir tout ce qui va être travail sur les soft skills, mais aussi sur comment se constituer une expérience et la faire valoir. On a vu également que les outils et méthodes étaient souvent cités. Donc, on va avoir tout ce qui va être outils de gestion de projet moderne qui se développent pour pouvoir aider et puis pour formaliser les exigences. La connaissance de l'environnement du projet a souvent été citée, avec des exemples comme de se faire connaître pour pouvoir nouer des relations avec les personnes clés de l'organisation. Le RACI comme outil a souvent été cité, et pour permettre également aussi de bien se positionner. Et enfin, on va avoir aussi, on a également l'optimisation de l'organisation. Donc là, c'est vraiment de réussir à mobiliser la hiérarchie au bon niveau, avec une formalisation du poste qui a souvent été citée, pour pouvoir installer le chef de projet vraiment dans ses fonctions. Et le dernier aspect qui a été cité, c'est le développement des collaborateurs. Donc là, c'est vraiment d'organiser des événements team building, ou en tout cas de former l'équipe à la gestion de projet pour pouvoir mieux embarquer son équipe avec soi et lever les problèmes d'autorité qui pourraient intervenir. Voilà. Merci Marie, c'était très clair. Il y a une question qui est arrivée, qu'on va prendre maintenant. Les autres, je vais les conserver pour la fin parce qu'elles seront éclairées par les exemples théoriques. Le 16% qui a été affiché, il est faible, ce 16%. Est-ce qu'il y a une explication forte qui revient? Alors moi j'en avais une, et puis ça fait lien avec ce que tu disais, c'était déjà l'échantillon du panel qui est un petit peu court et qui fait que ces données sont à prendre avec un petit peu de recul. Et on va vous encourager vraiment à répondre à ce sondage-là à la suite. On va vous donner le lien à la fin pour qu'on puisse agrandir notre panel pour la publication du livre blanc fin janvier.
Mais est-ce que tu as des explications, Marie, autres que celles que tu as données en direct? Alors là, ça va être plus dans les discussions qu'on a pu avoir avec les membres de l'association. Ce qui est ressorti souvent, les difficultés, c'était principalement lié à la maturité aussi de l'organisation aux méthodes de gestion de projet. Et on s'aperçoit que les organisations qui sont moins matures, bah, forcément, on va avoir des difficultés. En tout cas, les gens, le chef de projet se sent moins à l'aise. Ça, c'est revenu plus souvent. Et puis, on va avoir également tout ce qui va être responsabilité et périmètre qui n'est pas clair. Donc ça revient aussi avec la maturité de l'organisation, mais souvent, c'est comme dit précédemment, on intervient de plus en plus sur des fonctions transverses. Euh, le rôle et les responsabilités, bah, moins c'est clair, plus ça amène à des questionnements sur son autorité. Voilà. Merci Marie. On garde les autres questions pour la toute fin. On les éclairera par des exemples. On est à la seconde près. Pape, on croirait que c'est préparé. Bonjour Pape. Quelques mots pour te présenter et puis nous expliquer ton retour d'expérience. Merci Stéphane, merci Marie, Pamia. Donc rapidement, en fait, j'ai plutôt une expérience industrielle de quelques années maintenant sur différents types d'industries. Donc actuellement, depuis cette année, je suis chez Lacroix. Donc une expérience de direction industrielle, de direction de site, direction d'usine, de supply chain manager. Voilà, donc l'expérience, en fait, l'aventure, je souhaite partager ici, c'est passé juste avant que je ne rejoigne le groupe Lacroix. Donc, c'est une direction de projet, un projet assez conséquent, dans un environnement quand même assez complexe. Alors, le choix qui a été fait ici, le choix que je vous propose, c'est plutôt de l'attaquer dans l'angle des personnes, pas trop au niveau des outils. Vous êtes tous experts là-dessus, très pointus. Donc le contexte est le suivant. Le top management qui joue son rôle a décidé d'une création d'une activité industrielle en Chine et de transférer cette activité industrielle qui se passait en France vers la Chine. Voilà. Donc c'est deux choses très très importantes. Donc on crée une activité industrielle qui n'existait pas. Donc les compétences n'existaient pas, l'expérience était d'un côté et puis il fallait faire ce transfert-là. Alors plusieurs questions immédiatement. Finalement, la question la plus importante, c'était comment avoir l'adhésion des équipes, puisque sans les équipes, on ne peut pas aller bien loin. Comment on allait gérer les intérêts qui divergeaient? Donc, on parle d'activité industrielle, donc on parle de manufacturing, qui va avoir son activité baissée, et puis une autre qui va avoir son activité qui augmente. Comment on allait gérer la communication entre les parties prenantes, les parties intéressées. Voilà, le top management, il a ses intérêts, qui s'est engagé auprès des actionnaires. Les équipes, d'un côté, qui sont attachées à un certain nombre de choses qui se passent chez eux et puis qui vont devoir transférer ces activités. Puis comment on allait gérer, en fait, comment on allait appréhender les différences culturelles qui étaient très prégnantes. Et on savait déjà, dès le départ, qu'il fallait, en tout cas je savais, dès le départ, qu'il fallait vraiment le mettre au cœur du questionnement. Donc voilà, donc plusieurs questions, j'en ai choisi 3-4 là, qui vont me guider en fait dans l'approche que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est une approche en fait qui était d'abord basée sur les personnes, les individus. Donc la question c'était, si vous n'avez pas sur ce type de projet la confiance des équipes, eh bien, vous n'aboutissez pas, en fait, vous n'aboutissez pas. Et donc, j'avais eu la faiblesse de penser que j'avais la confiance des équipes. Alors, la confiance, ça se gagne. On dit gagner la confiance, mais ça se perd aussi. Donc, ça se gagne en étant disponible au niveau des équipes. Ça se gagne au quotidien, à la minute, à l'heure, tous les jours. Donc, ça se gagne en étant disponible. Ça se gagne en servant d'appui aux équipes. C'est un travail vraiment quotidien. Donc, une fois qu'on a on a cet acquis-là, donc l'approche individuelle permet en fait d'échanger avec les personnes
de leur donner ce temps-là, cette qualité de temps, en leur expliquant les enjeux, en les écoutant, en écoutant leurs questions, en répondant là où on peut répondre, puis en sachant qu'on ne peut pas répondre à tout. Parfois, on n'a pas la réponse, on va la chercher, puis parfois, on ne peut pas la donner. Donc, ce temps-là, individuel, était la base et le fil conducteur du démarrage du projet. Donc, une fois qu'on a pris ce temps-là, maintenant, on va commencer à pouvoir penser à la constitution des équipes pour aller au kick-off. Alors, ce sont des équipes très larges. Hein. Je vous ai parlé d'une direction de projet assez conséquente. Là, on aurait même pu ajouter les RH, hein, les ressources humaines, une dizaine d'équipes, avec chacun à sa tête un manager, une sorte de bijection entre les deux sites. En fait, hein, voilà, chaque site avait nommé des gens membres du projet. L'idée là était en fait de travailler réellement en toute autonomie au sein des équipes. Donc, c'était essentiel hein, de donner cet état d'esprit-là en leur disant le cadre, vous l'avez maintenant, vous avez eu un échange individuel, on a pu clarifier un certain nombre de points. Voici le cadre. Maintenant, vous travaillez en autonomie. Les routines, vous les établissez en interne et puis avec vos collègues, vos différents collègues des autres sites. Et donc là, vous aviez une dizaine d'équipes en fait hein, qui travaillaient en bijection. Et puis les synchros se faisaient hebdomadairement et puis de temps en temps mensuellement si on avait besoin de faire une synthèse au niveau du top management. Voilà. Et là, une fois qu'on a fait ça, moi, j'ai plus rien à faire. Hein. C'est connu, tout se passe bien. Hein. J'ai fait mon boulot avant et puis tout se passe bien. Donc, évidemment, le brassage, quand il commence, les différences et les problèmes apparaissent. Hein. Voilà. Les différences culturelles, très importantes. Les incompréhensions, les frustrations au quotidien. Les chaînes d'emails à n'en plus finir. Hein, avec une différence aussi de temps, de 7 heures entre les deux pays, les impatiences, hein, les petits imprévus, des choses qu'on avait bien calées qui se passent pas bien, hein, les difficultés d'alignement. Donc tout ça c'est apparu très rapidement en fait, hein, très rapidement, avec des personnes qui étaient de bonne volonté mais qui se comprenaient absolument pas et qui prenaient très mal parce que une personne n'a pas répondu à la seconde près et puis qui se retrouve avec une escalade avec 10 personnes, soit N+1, N+1, etc. Donc, tous les jours, je retrouvais les personnes qui avaient des choses à déposer sur mon bureau puisque les choses ne se passaient pas comme tout à fait prévu. Alors, une fois qu'on est dans ce cadre-là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la direction de projet? Alors, le plus important, il est quasiment à la fin, là, c'est de ne pas surréagir. On ne surréagit pas. On n'ajoute pas de la pression à la pression. On fait le transformateur hein, qui passe de 220 à 10 volts. Hein. On ne fait pas l'inverse. On prend du recul et on se base sur la communication et le rappel de l'état d'esprit qu'on a établi dès le départ. Hein. Donc, on reboucle. On a eu le temps au départ de discuter individuellement avec chacun d'entre vous. On avait déjà parlé de la difficulté d'appréhender les différences culturelles. Là, maintenant, on y est. Okay. Donc, ce qui avait été discuté, on le vit. Donc, on le vit pas forcément bien, mais en fait, c'est la réalité. Donc, une fois qu'on a gardé ce cap-là, qui est essentiel hein, pour que le projet ne parte pas dans tous les sens, qui est essentiel pour qu'aussi les équipes gardent leur énergie aux choses utiles. Hein. Sinon, l'énergie, elle part en déperdition très rapidement. Donc là, les choses commencent un tout petit peu à rentrer un peu plus sous contrôle. On établit les routines, on réinstaure les routines. Les canaux de communication, tant bien que mal, sont maintenus. On arrive un tout petit peu à avoir de l'espoir que le projet se déroule bien. Donc là, encore une fois, hein, phase 2, les choses, après le brassage, les choses se passent tout à fait d'une façon acceptable hein, sur ce type de projet. Et puis, arriva un gros imprévu, hein, après les petits imprévus qu'on gère. Voilà, le projet avait démarré en 2019. Le Covid arrive en plein milieu du projet. Donc, vous imaginez le planning déjà, notre propre planning personnel,
le planning personnel, le planning du site déjà, de chaque site. Hein, site chinois qui ferme, en France on commence à se prendre la vague, et on avait en même temps lancé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, l'investissement des CAPEX. Donc le planning complètement remis en cause, toutes nos pratiques, tout ce qu'on avait prévu, hein, quand on transfère une production, ben c'est du savoir-faire, donc on fait rencontrer les personnes. Donc on avait prévu des beaux voyages, hein, voilà, les collègues chinois qui viennent ici, etc. Et tout était planifié, donc on devait leur montrer comment ça fonctionnait, on devait les former, faire les recettes, mettre en route un certain nombre de choses. Tout était par terre, absolument par terre. Et puis ben, les problèmes logistiques qui augmentent, les délais de livraison à peu près partout. Voilà. Et au milieu de tout ça, bon, le top management qui me rappelle, qui fait son job, hein, il me dit, bon, ben, tout ça c'est bien, mais Pape, ne met pas tout sur le dos du Covid, le projet quand même, il faut aller jusqu'au bout et dans les temps si possible. Voilà. Donc, moment, voilà, une expérience, hein, une aventure industrielle, j'ai parlé au début. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, on reste sur nos bases. En fait, on reste sur nos bases. Rappelez-vous, la confiance, l'équipe, c'est une équipe qui est compétente, hein, qui a une maîtrise technique des choses. Et donc, je me suis retourné, hein, je suis resté sur les bases en retournant vers l'équipe en leur disant, voilà, on garde le même état d'esprit. Comment on fait pour s'en sortir? Quelles sont vos idées? On est dans une impasse, il faut qu'on arrive un peu à lever le nez. Et là, on se rend compte, là, je donne juste 2 exemples, on se rend compte que cette base-là, en fait, elle est bien plus forte que tous les outils qu'on peut imaginer. Alors là, je prends un risque parce que je suis en PMI, mais voilà, elle est bien plus importante que tout ce qu'on peut imaginer. Les personnes, les équipes, là, je donne juste 2 exemples, venus en disant, bon ben voilà, écoute, il y en a un qui m'a dit, on a tourné le problème dans tous les sens, on ne peut pas se déplacer, ben, il y a Microsoft qui a une solution de formation à distance. Je ne la connaissais pas, je ne suis pas un geek forcément. Il me l'a présenté, il m'a montré comment ça pouvait fonctionner. Et puis, je lui ai dit, ben, je te suis, hein, si ça ne fonctionne pas, ce sera de ma faute, ok. Donc, mon boulot, ce sera d'aller défendre le CAPEX pour le faire. Donc, évidemment, il a fallu mettre en route ce sous-projet dans le projet, trouver les fournisseurs, régler les problèmes de droit, s'assurer que ça fonctionne en Chine, hein, parce que c'est du Microsoft, toutes ces choses-là, convaincre le top management que, ben oui, c'est un CAPEX urgent là à faire, hein, sans trop de discussion, sinon on ne s'en sort pas. Puis une deuxième idée, là, il y en a eu d'autres, hein, je vais te mettre en avant ici, parce que l'équipe d'ingé, ce n'est pas forcément des lève-tôt, hein. Il y en a un qui m'a dit, écoute, même avec la solution de formation à distance, on ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'on décale nos horaires. Voilà. Donc, moi, je te propose de démarrer à 5 heures, imaginez le truc, pour accompagner, hein, pour avoir une demi-journée complète avec l'équipe à distance. Donc ça ne peut venir que de l'équipe. J'y avais pensé à ni à la formation à distance réellement, ni au décalage horaire. Et que je ne pouvais pas imposer d'ailleurs, hein, légalement. Donc ça ne pouvait venir que nos équipes. Donc on reboucle toujours sur la confiance qui se gagne et qui se perd. Et avec ces 2 éléments-là, on a pu repartir, regagner un bol d'air, gérant évidemment les problèmes de projets classiques, mais on a pu aller jusqu'au bout du projet, qui a été un grand succès pour l'équipe, qui a vraiment impressionné au niveau de l'entreprise, en fait, hein, jusqu'au niveau du CEO, qui a dit, je ne sais pas comment vous avez fait. Ce qui était important dans la mise en œuvre, c'est quand on a commencé à recevoir les pièces qualifiées du site qu'on devait monter sans se déplacer. Pour moi, c'était une première industrielle de mon expérience, hein, voilà, de pouvoir faire ce type d'exercice-là, qui est assez conséquent, assez copieux, sans voir physiquement les personnes. Voilà, donc une aventure finalement qui a été jusqu'au bout et dans le bon sens avec les objectifs atteints. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous.
Stéphane. Merci Pape, merci pour ce contenu. Il y a quelques questions qui arrivent qui sont vraiment spécifiques à ton intervention qu'on va prendre maintenant. Il y en a d'autres qui sont plus générales qu'on va garder pour la fin. La première, c'est comment est-ce qu'a été établi l'état d'esprit convenu que tu as parlé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de points individuels? Est-ce que c'était très descendant en mode par équipe ou alors en mode très collectif? Alors, c'était très individuel. Et puis après, on rebouclait en collectif. Mais la partie individuelle était vraiment à la base parce qu'il fallait que les personnes puissent aussi s'exprimer en dehors même de des aspects techniques du projet. Les aspects techniques, les plannings ont été collectifs, mais c'était plutôt un travail individuel. On a un point, oh, ça a sauté mon truc, je recommence. On a une question sur le degré d'empathie que tu crées avec tes équipes. Est-ce que c'est une facilitation? Est-ce que ça peut être un piège? Est-ce que c'est un élément d'importance pour toi? Ah, c'est un élément structurant qui n'est pas très difficile parce que d'abord, je fais partie des personnes qui pensent que c'est ce que ne peut pas faire une intelligence artificielle et que donc finalement ce qui peut rester dans un rôle fondamental d'un directeur de projet, d'un chef de projet, c'est cette partie-là en fait où on est capable réellement de se mettre au diapason de chaque personne de l'équipe. Très bien. Il y a une autre question. Non, celle-là, je vais la garder après parce que je pense que l'avis de Pierre sera intéressante. Quelqu'un qui demande savoir si tu avais autorité hiérarchique sur ce projet et quel était ton lien avec la direction générale au-dessus. Alors, il y avait les deux en fait, hein. Donc, la direction générale, bah, c'était mon N+1 directement. Mais par contre, dans le projet, en fait, bah, il y avait des gens de mon équipe, mais il y avait aussi, c'est une organisation matricielle. Donc, il y avait des gens d'autres équipes, même des gens qui étaient dans l'autre site qui n'avaient aucun lien hiérarchique avec moi, hein. Donc, il y avait les deux. En fait, il y avait l'autorité hiérarchique, les personnes avec qui on travaille au quotidien, puis après, il y avait la partie matricielle. Je pense que la question qui se cachait derrière, mais peut-être que je paraphrase un petit peu, c'est est-ce que tu avais toute légitimité hiérarchique pour imposer une autorité? Je, je, je pense que oui, hein, je pense que oui. À partir du moment où, en fait, c'est un projet d'entreprise avec une personne responsable, il n'y en avait pas deux, hein, c'est pas un duo. Effectivement, l'autorité, on l'a de fait, on doit l'exercer avec les valeurs qu'on porte. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Pape, de ce témoignage, de ce projet. On a l'impression que ce projet s'est bien terminé, en tout cas, et c'est bien ça l'essentiel. On passe au projet de Pierre. On est dans une organisation très différente dont tu vas nous parler, Pierre, et un retour d'expérience de ton vécu de ces dernières années. Oui, bonsoir à tous. Merci Stéphane, Pape et Marie. Donc Pierre Sardobel, donc je suis actuellement chez Airbus. J'ai la responsabilité du service projet industriel pour le site de Nantes. Ça, c'est ma deuxième partie de parcours, puisque auparavant, j'ai été dans une PME dans laquelle j'occupais un poste de directeur industriel, un poste de responsabilité d'industrialisation. Voilà. Donc là, je vais vous faire part d'un retour d'expérience que j'ai pu avoir plusieurs fois au cours je dirais, des dernières années, dans une entreprise qui est assez complexe, où on a un certain nombre de hiérarchies à respecter, un grand nombre de niveaux hiérarchiques, et où parfois c'est pas facile de trouver de l'autorité et de pouvoir faire avancer ces sujets et ces projets à la bonne vitesse. Donc pour mettre en situation, hein, le client il confie un nouveau projet. Ce projet, à la base, il n'est pas très compliqué, hein. C'est un projet qui se situe autour de la technique. Par contre, le client, il a une idée bien en tête, une idée précise en tête, et il a surtout en tête ce qu'il ne souhaite pas voir arriver dans son atelier.
Donc il me donne ce projet, il me confie aussi une partie de l'équipe, puisque sous sa hiérarchie, plusieurs équipiers faisaient partie de l'équipe projet. Avant de confier ses équipiers, il les briefe bien sur ses souhaits et il arrive à les convaincre très clairement qu'il faut arriver vers son idée et pas forcément la solution qui semblait la plus, enfin, en tout cas une solution viable. Donc face à ça, je dirais comment on arrive à naviguer, comment on arrive à faire avancer un projet, sachant qu'à la base, le client il a une idée en tête qui est très difficile à déployer, voire impossible, et qui va vous emmener tout droit vers un échec. Et les enjeux, en fait, c'est comment faire accepter une solution impopulaire, comment obtenir l'adhésion du client, de l'équipe, du top management, pour faire avancer vers l'objectif du projet. Voilà. Alors, du coup, face à ça, là, je vais vous lister un certain nombre de points que j'ai pas souhaité employer, que je pense qu'il faut pas employer. Donc, par exemple, Stéphane, ça n'apparaît pas. Petit problème technique, on dirait. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Hop. Tu nous entends toujours, Pierre? Ouais, je vous entends. Par contre, la présentation, elle est figée là. J'ai Ah, l'impression. la présentation est figée. Tac, c'est bon. Voilà. Donc, Ok. un exemple d'approche qu'il faut, Ça à bloque. mon avis, éviter, c'est par exemple une confrontation directe avec le client, puisque en fait, on a déjà une différence de hiérarchie, le client étant pour le coup un responsable de CDT, donc plutôt quelqu'un de capé, confrontation difficile, un gros caractère, quelque chose que je déconseille. Un autre point, ça pourrait être essayer de convaincre le sponsor pour qu'il prenne parti, qu'il puisse supporter les faits et l'avis du chef de projet. Ça, c'est aussi quelque chose de très dangereux parce que ça peut fonctionner éventuellement si le sponsor est suffisamment influent. Mais dans le cas où le sponsor il est un peu moins influent, ça peut vite mettre de la tension dans le projet. Une solution, ça se consisterait aussi à dire stop au projet en justifiant qu'il est irréalisable. Bon, ça, je pense que ça manque un peu de courage, parce que ça veut dire que au premier obstacle, on abandonne. Donc, c'est quelque chose aussi que j'ai pas souhaité explorer. Imposer sa solution aux équipiers réticents, ça peut aussi fonctionner dans une entreprise un peu libérée, ou en tout cas où on est dans une logique de bien-être, on est dans une logique de travail en collaboration et d'essayer de faire émerger une idée collective, c'est un peu cavalier. Voilà. Et le dernier exemple, qui est surtout pas, enfin de mon point de vue, à utiliser, c'est communiquer largement pour montrer sa divergence de point de vue, parce que ça crée des conséquences qui sont irréversibles et qui vous grillent en tant que chef de projet. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est ce qu'il faut, de mon point de vue, pas faire, et ce que j'ai pas fait pour éviter de se retrouver dans une impasse. On va passer à ce que je propose, à l'approche que je propose ici. C'est une approche liée au thème du stakeholder management. Donc, c'est une approche assez structurée avec différentes étapes qui sont importantes les unes des autres. Donc, la première étape, c'est ce qu'on apprend aussi dans le PMI, c'est faire le mapping des stakeholders. C'est déjà de bien savoir à qui on a affaire, qui est notre client, comment il décide, quels sont ses facteurs de décision, ses centres d'intérêt, ce qui pousse au choix. Faire la même chose aussi pour les équipiers, parce que les équipiers peuvent aussi avoir une approche plutôt contre différentes solutions, alors que si on arrive à toucher les leviers qui leur permettent de choisir, de prendre des décisions, on peut plus facilement aller vers un travail en commun. La deuxième étape, c'est organiser un STIRCO. Alors, organiser un STIRCO avec bien évidemment le client qui est décideur, mais aussi l'ensemble de la core team. Dans ce STIRCO, l'objectif, c'est de bien reposer le problème, de surtout pas parler des solutions,
pour éviter de toucher à un sujet qui est sensible. Donc, bien rester sur du factuel. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on veut tacler? Pourquoi on veut le tacler? Pour que derrière, on puisse libérer les esprits et pas libérer la parole et pas tout de suite s'enfermer vers une solution. Troisième point, identifier les facteurs environnants qui influent sur les décisions, les convictions. C'est-à-dire, suite à ce STIRCO, on va essayer d'aller chercher qu'est-ce qui influe, comment fonctionnent les prises de décision, les choix des décideurs, mais pas que, aussi des membres de l'équipe, afin de pouvoir leur donner les éléments pour pouvoir analyser les données par la suite. Donc on va aussi travailler sur tout ce qui est conviction, quelles sont les convictions les uns des autres, hein. Ça peut être des convictions qui ont un lien direct avec le projet, mais d'autres convictions qui n'ont pas de lien direct avec le projet. Quatrième point, ça va être vérifier que les équipiers de la core team sont bien reconnus comme compétents et sachants. Ça, c'est très important pour éviter les retours en arrière, pour éviter qu'on remette en cause l'analyse des data, la parole des différents sachants, et donc qu'on fasse sans cesse une machine arrière pour revenir tout le temps vers la solution qui n'est pas faisable. Voilà, cinquième point, c'est donc une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est se baser sur du factuel, sur l'analyse des data, sur des enquêtes auprès de spécialistes reconnus pour monter, je dirais, un dossier et faire en sorte d'avoir un rapport avec une analyse en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va partir plutôt de quelque chose de très généraliste pour arriver petit à petit à des détails sur les différentes données et en essayant de mettre des liens entre les données et les centres d'intérêt que peuvent avoir chacun, notamment les décideurs, pour essayer de bien lui faire prendre conscience que les données nous permettront d'aller vers la solution qui fonctionnera et qui sera acceptée et acceptable par tous. Une fois qu'on a fait ça, on organise le partage des datas. Et là, c'est le moment, je dirais, très très important où il faut vraiment réussir à rester sur un maximum de factuels, un maximum d'analyse de données. Il faut autant que possible éviter de retourner dans l'émotionnel, dans le subjectif. Voilà. Et puis une fois qu'on a fini ça, qu'on a réussi à, je dirais, faire converger une idée commune vers une nouvelle décision, en tout cas faire changer d'avis le client, il faut surtout s'assurer d'obtenir sa décision à l'oral, bien sûr, mais aussi de lui faire écrire pour mettre la cale et éviter qu'il y ait un changement de décision le lendemain et qu'on retourne à la case départ. Voilà. Et ensuite, bien sûr, une fois que tout ça c'est fait, on communique sur la décision assez largement pour que derrière, on n'ait plus de questions à se poser et qu'on puisse avancer pour faire aboutir le sujet. Et dans les succès, ce qui est vraiment bien, ce que j'ai pu obtenir, c'est le client qui arrive avec cette phrase en disant « Je suis venu à la fin de la réunion », qui dit « Je suis venu à cette réunion reculons car je savais ce que tu avais en tête, mais je ressors convaincu et je supporte pleinement la nouvelle orientation. » Et ça, je dirais que c'est vraiment le succès de l'influence, du travail d'influence, de stakeholder management, de l'analyse des data et de la persuasion du travail d'équipe qui a été mené pour faire en sorte de faire changer d'avis le client. Et c'est en ça que moi, je considère qu'aujourd'hui, le chef de projet a de l'autorité car il a les capacités de faire changer d'avis, ou en tout cas d'orienter le client et d'orienter l'équipe vers dans une voie qui n'est pas forcément celle qui est prévue au départ. Voilà alors s'il y a des choses à retenir en synthèse, donc l'autorité du chef de projet réside dans sa capacité à influencer en s'appuyant sur des évidences, des données factuelles. Et tout ça, ça permet de pouvoir faire changer l'avis aux décideurs, aux équipiers. Et c'est en ça que moi, je considère que le chef de projet a de l'autorité dans une organisation complexe avec de grands niveaux hiérarchiques. Les décisions de type autoritaire ou dictatorial sont un peu plus rares que peut-être dans des entreprises un peu plus petites, où la nécessité de prendre des décisions rapides et un peu plus directive s'impose.
Voilà, donc ce qu'il faut aussi retenir, donc l'autorité du chef de projet, c'est à la fois sa capacité à fédérer, s'appuyer sur des process et non pas sur la hiérarchie, capacité à cadrer des données factuelles et à mettre en responsabilité son équipe. Ça rejoint un peu l'intervention de Pape avant qui a insisté sur cet aspect-là, mettre en responsabilité l'équipe, leur donner confiance pour obtenir leur confiance. Voilà, et donc quelques évolutions de pratique, parce que parfois ce cheminement, ce process peut durer un temps important qu'on n'a pas forcément dans les cycles projets. Donc il y a quelques petites méthodes, outils qui permettent d'accélérer ce processus. L'utilisation de sprint. Donc le sprint, c'est je dédie des équipiers qui vont bosser à 100% sur mon sujet, qui vont faire des points réguliers, qui permettront d'aller plus vite et qui permettront de réorienter rapidement les analyses s'il y a des modifications en cours. Recours aux data analystes. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des experts en data analyst qui nous permettent, avec des algorithmes, d'aller beaucoup plus vite dans la proposition de choix, dans la proposition de solutions. Donc ça donne beaucoup de poids et de maturité au dossier. Et puis ensuite, l'utilisation des outils partagés qui aujourd'hui nous offrent une capacité à partager énormément de données, des serveurs ou des drives partagés, des présentations aussi partagées qui nous permettent de gagner encore du temps. Voilà ce que je voulais vous partager pour le coup. Et ça Merci Pierre. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions, puisque c'est toi qui as la main. Je te les pose à toi, mais je pense vous pourrez tous les trois intervenir désormais sur les questions, vu que la partie de votre présentation est terminée. Une question, alors deux questions en une, je vais les synthétiser. Dans des grandes entreprises notamment, les coéquipiers qui constituent les équipes sont parfois imposés par la direction. Parfois, à reculons, certains coéquipiers sont soit non pertinents et donc pas compétents, voire ou parfois compétents mais pas motivés pour rejoindre le projet. Comment on fait face à ces situations-là qui ont été assez larges? Je te propose, Pierre, de commencer. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que c'est quelque chose d'assez de vécu, hein, déjà. Donc, c'est sûr que c'est un fait. Enfin, moi, 9 fois sur 10, l'équipe projet, elle m'est imposée. Hein. Les coéquipiers me sont imposés. Eh bien, heureusement que dans la plupart des cas, je dirais que la grande partie des personnes, la plus grande partie des personnes veulent bien faire et sont compétents. Donc, je dirais que je ne suis pas trop souvent confronté à ce type de problème. Néanmoins, il arrive que parfois, on peut avoir une personne qui soit démotivée ou qui n'a pas forcément envie de venir dans ce projet parce que dans sa routine, parce que à faire autre chose. Bon là, la difficulté, c'est que on est obligé de s'en référer à son manager, puisque en fait, moi dans une entreprise comme la mienne, on n'a pas de lien hiérarchique. Donc la solution aujourd'hui que j'emploie, c'est de m'entretenir avec le manager et d'essayer de trouver une solution pour soit le motiver, soit lui donner des objectifs un peu plus court terme et peut-être moins long terme, qui lui permet de ne pas se projeter trop loin, et pour autant d'avoir quand même une carotte pour avancer. Et si vraiment ça fonctionne mal, eh on convient avec le manager de le remplacer, de le faire remplacer. Voilà, moi, pour mon retour d'expérience, sujet. Pape, toi qui as été dans des équipes où on va dire les zones d'influence étaient plus restreintes, plus hiérarchiques, ce cas de figure-là a quand même dû se présenter. Oui, il s'est présenté. Après, ça, c'est au-delà du projet quasiment. C'est-à-dire, en fait, bon, quelqu'un qui n'a pas envie de faire une partie de son travail. Moi, je l'élargis toujours au RH en suivi en disant, bon, ben voilà, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Et donc, c'est pas le chef de projet, le directeur de projet ne remplace pas les RH. Donc, je reviens toujours, je les mets toujours comme coéquipiers. Et puis, voilà, en disant, on essaie de trouver une solution parce que sinon, même le manager n'est pas RH. Il peut trouver ses limites si le mal est profond. Donc, les solutions d'accompagnement, on peut
servir de coach, on peut faire un certain nombre de choses, mais ne pas oublier l'autre partie qui est là pour nous aider dans ces cas-là. Une question pour vous trois. Est-ce que le fait de montrer du leadership, de l'énergie au quotidien est essentiel et comment on le traduit au jour le jour de montrer cette dynamique? Qui de vous trois se sent de démarrer sur ce sujet? Je veux bien, moi, si vous voulez. Oui, c'est sûr que c'est essentiel, d'autant qu'on n'est pas hiérarchique des coéquipiers. Donc, en fait, au quotidien, ça nécessite quasiment de se positionner comme un manager d'équipe, quoi. C'est-à-dire que il y a des routines, des face-to-face, des moments de convivialité. Pape, il parlait ça aussi tout à l'heure de ça également. C'est la capacité à absorber la pression, ne pas la transmettre, donner un tempo qui soit adapté aussi à l'équipe. Et puis essayer de donner du sens, beaucoup de sens au projet, à ce qu'on fait, pour qu'on le fait, pour qu'on vient travailler, quoi. Et puis je pense Tu que viens de me c'est brûler une question, du coup. d'identifier Vas-y, Marie, voilà, s'il te plaît. je pense que c'est aussi de bien être à l'écoute pour pouvoir identifier aussi les moments de relâchement, parce que c'est vrai que quand on est dans le projet, on a peut-être tendance des fois à pas forcément identifier les moments où on perd un peu la dynamique. Et c'est aussi de se mettre en position d'écoute en permanence pour pouvoir bien identifier et apporter les solutions nécessaires après, comme Pierre a pu les définir. Moi, je rajouterais simplement un truc très, très simple, notamment sur des projets qui peuvent durer un certain temps. C'est très important de pouvoir marquer le coup régulièrement avec les équipes. Voilà, moi, j'avais une pratique où je mettais un petit mot au manuscrit à la fin de chaque semaine, avant de partir. Bon, voilà, où on relevait les choses qui se sont bien passées. Et le reste, on oublie. On passe un bon week-end, puis après, on revient. Alors que je mettais un petit mot et puis je l'ai envoyé. Voilà. L'importance de célébrer les petites victoires. Vous avez le sentiment que ce sont des choses qui viennent au-delà du sourire et de l'énergie, qui viennent renforcer votre autorité, puisque c'est le thème de notre échange? Moi, je dirais que ça donne beaucoup de crédibilité, d'esprit de corps. Donc, naturellement, après, ça devient presque naturel. L'autorité devient presque naturelle, puisqu'en fait, on s'impose un peu comme leader. Pour moi, c'est un peu comme le capitaine dans une équipe de sport, quoi. C'est un peu ça, quoi. Plusieurs remarques allaient dans ce sens, dans les remarques qui étaient laissées. Excuse-moi Marie, je finis juste ma phrase du coup que j'ai commencé. Plusieurs remarques plus que questions sur l'importance de la vision commune, du sens commun et du fait d'avoir partagé la vision. C'était plus des remarques qui étaient dans le chat et dans les questions plutôt que des questions. Marie, tu voulais compléter? Oui, non, c'était plus que cet aspect-là qu'on vient de voir sur la convivialité, etc. Ça renforce la légitimité en fait. Et c'est un des deux piliers qu'on a pu voir précédemment sur la définition de l'autorité. Sans légitimité, difficile. Il y avait une question qui a été posée plus spécifiquement pour Pape, pour finir sur ton exemple. Elles étaient arrivées juste au moment où on transférait la parole. Sur la conclusion, dans le management des équipes, est-ce que les équipes du site qui disparaissaient savaient qu'elles étaient reclassées? Est-ce qu'elles avaient une issue positive à ce projet-là? Ou est-ce qu'elles avaient une menace de perdre leur emploi? Donc effectivement, c'est un des aspects que j'ai pas abordé ici explicitement. Ça faisait partie des entretiens, en tout cas des échanges individuels. Chacun avait une vision de ce qui allait se passer, dans ce qui était prévisible. Le Covid n'était pas prévisible, mais voilà. Donc voilà, dans le prévisible, il y avait une transparence en fait. De là où on voulait aller, là où on devait aller. Et ça, c'est vraiment très important. On ne peut pas tout dire, mais ce qu'on dit doit être vrai. Donc, pas de manipulation. Il y a des choses, si on ne peut pas les dire, on ne les dit pas, mais pas de manipulation.
Une question sur les leviers financiers du management de projet. Est-ce que le fait d'avoir ou de ne pas avoir les choix budgétaires de son projet a un impact sur son autorité? C'est intéressant parce que ça, c'est une question qui est souvent revenue dans l'association des directeurs de projet. Rares étaient ceux qui avaient vraiment la main sur le budget de leur projet et qui assoient, c'est sûr, une légitimité supplémentaire sur le projet. Mais c'est vrai qu'il n'est pas nombreux à avoir ce levier-là, en tout cas, ce levier budgétaire. Donc, surtout dans des entreprises matricielles, hein, c'est plus rare. Donc, c'est vrai qu'il fallait faire sans. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est revenu souvent. C'est qu'il y aurait peut-être plus de facilité sur l'autorité avec un levier budgétaire. Pour moi, je pense que oui. Vas-y, Marie. Oh, pardon, non, justement, je passais la main. Je pense que c'est un levier essentiel. Hein. Un chef de projet, un directeur de projet gère son budget et est responsable de la bonne exécution du budget. Ça me paraît en effet quelque chose d'indissociable avec l'autorité du chef de projet. Si on a la capacité à décider d'octroyer des budgets ou en tout cas de valider des propositions budgétaires, ça renforce un peu, ça renforce même fortement cette capacité, enfin cette autorité, capacité à prendre des décisions, aller vers l'objectif. Après, le contre-coup de tout ça, c'est de parfois un peu être considéré comme un banquier. Bon. Une remarque autant qu'une question. Je pense qu'elle est de mémoire, elle a été traitée en partie sur le document papier. La nécessité d'un chef de projet d'agir dans le rôle de l'influence, vous l'avez soulevé. Est-ce que, au-delà de parler d'autorité, on pourrait parler de pouvoir? Quel pouvoir pour un chef de projet? Est-ce que c'est une question que vous avez abordée dans le cadre de l'association? Alors oui. On vient un peu, hein, on a une autorité. Ça revient un peu sur le pouvoir, c'est le pouvoir de l'influence plus que le pouvoir en soi. Le pouvoir, on l'a volontairement un peu mis de côté parce que l'autorité, le pouvoir qu'on peut avoir avec l'autorité, finalement, il nous est confié. C'est plutôt cette notion de facteur d'autorité, de pouvoir qui vient d'un facteur extérieur. Après, le pouvoir qu'on va avoir, c'est plutôt une légitimité personnelle qui vient avec une autorité de compétence. Donc, ce pouvoir-là, il est vraiment nuancé. On ne peut pas, en tout cas, on peut parler de pouvoir finalement par rapport à l'autorité qui nous est confiée directement. Ok. Écoutez, j'ai passé les différentes questions. Il reste une petite minute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais 19h27, nous sommes dans un monde de management de projet. Il est important de finir à l'heure. Je vous propose donc de conclure. On a compris qu'il y avait beaucoup de facettes à un chef de projet grâce à vos 3 interventions. Que finalement, la vision du chef de projet avec une autorité confiée par la hiérarchie un petit peu ancienne était sans doute assez caduque dans des zones d'influence de plus en plus compliquées. Il faut beaucoup de qualité à notre chef de projet, hein. Il faut de l'écoute, il faut de la finesse dans les analyses, il faut savoir discuter avec tous les métiers. Il faut une organisation claire à l'extérieur pour qu'il puisse agir. Il lui faut des qualités naturelles, on l'a vu, mais il peut aussi les acquérir. On en a un peu moins parlé, on en parlera dans le document écrit de formation et d'accompagnement. Tout ça pour qu'il ait une belle autorité sur son périmètre. Mais si on comprend bien, c'est que son autorité peut également dépasser parfois son périmètre et sa zone d'influence peut s'étendre. Tout ça, ce sera dans le livre blanc le 28 janvier. N'hésitez pas à aller le télécharger dès sa parution sur le site de l'association des directeurs de projet.
N'hésitez pas à répondre au questionnaire, c'est important. On vous disait une petite centaine de réponses pour l'instant. On aurait bien aimé arriver à 200 pour essayer d'avoir quelque chose de plus précis, de plus diversifié, éviter que ce soit toujours les mêmes métiers ou les mêmes secteurs d'activité qui répondent à notre questionnaire. Je dois passer le dernier slide. Voilà, l'enquête, elle est là, sur le slide, sur le lien, on va le communiquer derrière dans le chat. Et puis, je vous donne quelques dates, quelques rendez-vous. Hop là, voilà les différents liens, le code PDU que vous attendiez tous. Et il me reste à vous remercier. Merci à nos 3 experts, à Marie, à Pape, à Pierre, pour la qualité de votre intervention, à tous les 3, votre disponibilité et votre sourire. C'était très agréable de vous suivre. Merci à l'Association des directeurs de projet pour le contenu, pour le livre blanc à venir. Merci au support de Casaden, avec son PDG Christophe Berthou et Mathieu Grenot. Christophe a passé un temps considérable sur la constitution de ce dossier, tant en tant que membre de l'association que PDG de Casaden. Un grand merci. Merci au PMI pour les moyens techniques, pour l'accueil, pour l'affluence, et tout particulièrement à la branche Atlantique. Merci Jean-Paul. Il me reste à vous dire que le prochain sujet pour vous, c'est 21-22 mars 2022, les rencontres à Avignon, projetons l'avenir. Et puis, je vous remets en gros le code PDU qui doit s'afficher pour vous. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, d'excellentes fêtes de fin d'année qui se rapprochent. Merci à vous tous et au revoir. Merci. Au revoir.